Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce grand entretien de Ciel et Espace enregistré en public à la Cité internationale universitaire de Paris, en partenariat avec le Club des chercheurs de la Fondation Victor Lion, avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, la ville de Paris, et à quelques encablures du parc Montsouris et du siège de l'Association française d'astronomie. C'est la question des origines qui est au cœur de notre curiosité aujourd'hui, du grand récit de nos origines, on va dire, tel que nous pouvons le raconter avec ses certitudes et ses inconnus. Des planètes à la vie, donc un vaste chantier que nous tentons d'exposer dans un numéro hors série de Ciel et Espace qui est en kiosque depuis le 6 avril et pendant 3 mois, et bien évidemment en compagnie de notre invité aujourd'hui, Alessandro Morbidelli. Bonjour. Bonjour à tous. Merci Alessandro d'être ici, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes astronome, planétologue, directeur de recherche CNRS au laboratoire Lagrange à l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice, et vous êtes le titulaire d'une nouvelle chaire au Collège de France depuis la fin de l'année dernière, qui s'intitule « Formation planétaire de la Terre aux exoplanètes ». Je disais, vaste chantier, Alessandro. Il y a clairement eu un début, un avant et un après 1995, avec la découverte par Michel Mayor et Didier Queloz des exoplanètes. On peut dire aussi qu'il y a eu un avant et un après 2005, avec la publication de 3 articles qui ont changé notre vision du système solaire. On appelle ça le modèle de Nice aujourd'hui, et qu'on peut résumer par le système solaire n'est pas né tel que nous le connaissons. Alors, on va parler de cela, on va parler d'origine du système solaire, mais évidemment, le système solaire, c'est aussi un endroit où il y a la Terre, et on va parler de l'origine de la vie. Mais je voudrais d'abord qu'on s'accorde vraiment bien sur les mots. Avant 2005 et encore aujourd'hui, ce qu'on observe n'a pas changé. Donc, vous allez me dire si vous êtes d'accord et ce que ça contient exactement. Le système solaire, c'est une étoile née il y a à peu près 5 milliards d'années. On est d'accord. Une étoile seule. Ce sont 4 planètes telluriques. Mercure, Vénus, la Terre et puis Mars. On est toujours d'accord. Ensuite, on a 4 planètes gazeuses. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. On est toujours d'accord. Simplement, on va y rajouter des choses qui sont moins visibles, mais bon, il y a une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Toujours d'accord, composée de combien de corps à peu près? Environ 1 million plus grand qu'1 kilomètre. Les plus grands étant Cérès, 900 km de diamètre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis un petit bout de temps quand même. Oui, le premier astéroïde a été découvert en 1800 ans. 1801. 1901. 1992, les astronomes identifient une nouvelle ceinture, dite ceinture de Kuiper, qui est au-delà de l'orbite de Neptune, à peu près entre 30 et 55 fois la distance Terre-Soleil, c'est ça, l'unité astronomique? Oui, ça dépend de ce qu'on définit comme ceinture de Kuiper, parce qu'il y a ce qu'on appelle un disque dispersé, donc des objets qui passent au périhélie près de Neptune, mais ils ont des orbites très elliptiques qui peuvent aller très loin, jusqu'à 1000 unités astronomiques. C'est un peu le pont entre la vraie ceinture de Kuiper et le nuage d'Oort. Ça dépend un peu là, comment on définit la ceinture de Kuiper, c'est est-ce qu'on met ces disques dans la ceinture de Kuiper, on les met à part. Sinon, la vraie ceinture, ils ont sur les orbites quasi circulaires, s'étend jusqu'à 45 unités astronomiques. Ce sont des petits corps dont le plus connu était la 9e planète du système solaire, puisque c'est Pluton. Pluton, Charon, il y a des Makemake, Oméa, enfin il y a des beaux corps, si je puis dire. Mais ça, c'est quelque chose de nouveau. Et il y a des comètes aussi dedans, vraisemblablement. Oui, ce sont des objets glacés. Donc les objets gros qu'on voit comme Pluton, Eris, Makemake, etc.,
quelques milliers de kilomètres de taille, mais il y a toute une distribution des tailles. Donc, on arrive aussi à des objets de taille kilométrique typiques des comètes qu'on voit. Et d'ailleurs, l'existence de la ceinture de Kuiper avait été prédite par les flux de comètes, ainsi que les nuages de Oort. Il y a deux catégories de comètes, les comètes à courte période et les comètes à longue période. Les comètes à courte période tournent autour du Soleil dans la même direction des planètes. Et donc, c'était clair qu'il devait y avoir une source qui était une ceinture, un disque d'objets situé au-delà de Neptune. Donc, deux scientifiques dans les années 60, Fernandez et Yip, donc d'Uruguay et Taïwan, avaient fait des calculs, avaient montré qu'effectivement, s'il y avait une ceinture environ 30-50 unités astronomiques, elle pouvait être la source de toutes ces comètes à courte période qu'on observe. Et pour terminer cette description du système solaire, beaucoup plus loin, et vraiment beaucoup plus loin, parce que c'est 1000 fois plus loin, il y a ce qu'on appelle le nuage de Oort, découvert dans les années 1950, qui est finalement un vaste ensemble de corps glacés, de comètes. On parle de près d'1 milliard, c'est-à-dire... Oui, donc là, le nuage de Oort n'est pas observé, il est déduit du flux des comètes. Donc, comme la ceinture de Kuiper a été déduite jusqu'à 1992, et après on a commencé à découvrir, à observer les objets. Les nuages de Oort est tellement loin qu'on n'a jamais observé des objets dans les nuages de Oort. Alors l'estimation de la population vient du flux des comètes. Donc là, effectivement, oui, c'est plusieurs milliards d'objets de taille kilométrique. Et ça, ce sont les frontières du système solaire. Oui, parce qu'après, l'influence des autres étoiles empêche les objets d'être stables autour du Soleil. C'est ce qui déclenche de temps en temps le départ de comètes de ce grand réservoir. Mais là, il faut vraiment bien imaginer un système sphérique. Plus ou moins, parce que les comètes à longue période arrivent de toutes les directions dans les ciels. Il y en a autant progrades, donc qui tournent autour du Soleil dans la même direction des planètes, que rétrogrades, qui tournent à l'envers. Donc la source doit être, plus ou moins sphérique. Alors ça, on est d'accord. On est d'accord, c'est le système solaire tel qu'on l'observe aujourd'hui, c'est le système solaire tel qu'on l'observait avant 2005. Qu'est-ce qui, un jour, vous, Alessandro, et les gens avec lesquels vous avez travaillé, donc vous avez travaillé en théorie avec un chercheur américain, un grec, voilà. Et vous arrivez en disant, attention, non, ça n'a pas toujours été comme ça. Qu'est-ce qui a déclenché cela? C'était la découverte de la ceinture de Kuiper, parce qu'on s'attendait à trouver, vu qu'on était au-delà des planètes, donc dans une région en principe plus fortement perturbée par les planètes, on s'attendait de trouver des objets sur un disque qui garde les vestiges d'un disque protoplanétaire. Ça veut dire qu'on s'attendait à ce que toutes les orbites soient presque circulaires et coplanaires, sur le même plan. Et pas du tout. Et on s'attendait aussi beaucoup de masse, parce que vu que les planètes sont à l'intérieur, là les planètes ne se sont pas formées, donc on s'attendait à trouver la masse originelle du disque. Et on trouve que toute la ceinture de Kuiper n'a même pas la masse de Mars, si on fait la somme de tous les objets. Il y a des objets avec des orbites circulaires et sur les plans des planètes, mais la plupart des objets ont des orbites assez excentriques, très inclinées, jusqu'à 40 degrés. Il y en a qui sont en résonance avec les planètes. Donc, c'est une région qui est très sculptée, a été très perturbée, très sculptée, et donc révèle que les systèmes solaires, à un moment donné, devaient être différents du système solaire actuel, parce qu'aujourd'hui, les planètes géantes ne perturbent pas fortement la ceinture de Kuiper. Donc, il fallait imaginer une transformation du système solaire qui puisse expliquer ces propriétés de la ceinture de Kuiper, y compris l'expulsion de la plupart des objets. Parce que vu qu'aujourd'hui, il n'y a même pas la masse de Mars dans la ceinture de Kuiper, ça veut dire que 99% de la masse initiale a été éliminée. Et encore une fois, ce n'est pas les planètes sur les orbites d'aujourd'hui qui peuvent éliminer toute cette masse. Donc ça c'était les débuts des réflexions qui ont conduit à la genèse du modèle de Nice. Est-ce que la découverte de la première exoplanète, donc 51 Pégase, qui est une très très grosse planète, donc qui tourne très très près de son étoile, a été un déclencheur aussi? Parce que prouver que plus gros que Jupiter à une distance de rien autour de son étoile, puisqu'elle tourne en 3 jours, si mes souvenirs sont bons, autour de son étoile, est-ce que ça vous a aussi mis la puce à l'oreille en vous disant « Oulala, ailleurs il se passe quelque chose ». La première, elle n'est pas normale.
Oui et non, dans le sens, bon, les modèles de Nice étaient vraiment développés pour expliquer le système solaire, mais c'était néanmoins un changement de paradigme mental. Dans nos tentatives de reconstruction du système solaire, on faisait des simulations, parfois on obtenait de systèmes qui ressemblaient les systèmes solaires, mais la plupart des simulations conduisaient à des systèmes différents. Parce que le modèle de Nice décrit donc, une phase d'instabilité des planètes géantes donc, qui perturbent la ceinture de Kuiper et tout le système solaire en général. Et quand on parle d'instabilité, on parle de chaos, donc il y a des très fortes sensibilités aux conditions initiales, aux paramètres. Donc on peut obtenir un grand panoplie de résultats dont certains ressemblent beaucoup au système solaire, mais la plupart non. Et s'il n'y avait pas eu la découverte des planètes extrasolaires, je pense qu'on aurait été beaucoup plus timide à proposer ces modèles parce qu'ils marchaient dans 5% des simulations. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et la communauté, probablement, ne l'aurait pas accepté parce qu'un modèle qui marche dans 5% des fois, c'est pas un bon modèle. Mais la découverte des planètes extrasolaires, tout de suite, nous a montré qu'il n'y a pas un seul système planétaire. Il y en a une panoplie et très différents entre eux. Et donc, il est clair qu'à un moment donné, les systèmes planétaires, même si au départ, les lois de la physique sont les mêmes, et sans doute les premières étapes de la formation d'un système planétaire sont les mêmes partout, et les systèmes doivent diverger pour acquérir des structures très différentes. Et donc, du coup, on ne peut pas avoir un modèle qui marche à 100%. Parce que si un modèle marchait à 100%, tous les systèmes planétaires seraient pareils. Bon, les observations nous montrent que ce n'est pas le cas. Avant la découverte des planètes extrasolaires, les gens cherchaient des modèles qui marchaient à 100%, avec l'idée sous-jacente que tout système planétaire aurait dû ressembler à un autre. Ça devait ressembler à nous. Oui, voilà. Parce qu'on connaît. Mais on n'a pas la possibilité, en simulation numérique, de partir du présent et de remonter le temps. Non, malheureusement pas, parce que, comme vous savez, dans tout système physique, l'entropie augmente. Et donc, si on simule en arrière, on devrait voir une entropie diminuer et ça, c'est pas possible. Et c'est un peu comme, imaginez, on prend une bouteille remplie de gaz, on ouvre les bouchons et on fait une simulation de comment les molécules du gaz, du parfum, sortent de la bouteille et s'éparpillent dans la chambre. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Il y a des codes hydrodynamiques certainement capables de faire ça. Maintenant, vous prenez toutes les molécules de parfum dans la salle, vous faites la même simulation à l'envers et vous espérez de voir toutes les molécules qui rentrent à nouveau dans la bouteille. Impossible, parce qu'il y a toujours de petites erreurs dans la simulation, etc. Et l'entropie doit augmenter tout le temps. Entrer toutes les molécules dans la bouteille, ça voudrait dire diminuer l'entropie, et donc aucune simulation vous montrera ça. Donc c'est impossible de simuler l'évolution du système planétaire à l'arrière pour trouver ses origines. Donc il faut toujours imaginer des conditions initiales, un état initial, et voir par le biais des simulations comment il évolue, et voir s'il y a une chance non nulle que le système évolue vers quelque chose qu'on observe aujourd'hui. Donc c'est la démarche des origines. Alors, vous nous avez expliqué la démarche, la problématique. Aujourd'hui, quand vous arrivez, je dirais, devant une classe de collégiens ou devant un public qui ne connaît pas l'astronomie, qui vous dit « mais comment s'est fabriqué le système solaire ?» Quelle histoire racontez-vous? On peut raconter une histoire à différents niveaux, disons. Au départ, quand une étoile se forme, elle est entourée d'un disque de gaz et de poussière. Ça a été prédit par Laplace au XVIIIe siècle et aujourd'hui observé régulièrement quand on observe des étoiles jeunes. Il y a des disques. Ces disques, donc de gaz et de poussière, les poussières commencent à s'agréger entre elles pour former des agrégats, mais ce sont des tout petits agrégats, donc taille de l'ordre de quelques millimètres ou quelques centimètres selon la composition. Et après là, les choses se compliquent. Il faut passer de taille millimétrique, centimétrique à d'abord des petits corps, mais donc des tailles kilométriques, décakilométriques, etc. Et après des planètes. Et ce sont des étapes compliquées, conceptuellement compliquées. D'ailleurs, pendant très longtemps, la communauté était un peu bloquée sur ces passages. On l'appelait la barrière du mètre. On pensait que les poussières pouvaient faire des sortes de rochers de la taille métrique, mais bon, évidemment, ce n'est pas des astéroïdes.
Et donc, comment passer du mètre au kilomètre, ou plusieurs kilomètres, c'était très compliqué. Aujourd'hui, on a compris qu'il y a des instabilités bifluides. Alors, ça se complique. Donc, c'est la couche du gaz qui interagit avec la couche de poussière et avec des forces, des freinages et des rétroactions de poussière sur les gaz. Et bon, ça peut créer des instabilités qui permettent aux poussières de se concentrer dans des amas de poussière. Donc, on forme des tourbillons et les poussières calent dans ces tourbillons. Et quand on arrive à concentrer les poussières dans ces tourbillons, la gravité de l'ensemble des poussières peut garder les poussières ensemble. Donc, on dépasse ce qu'on appelle la densité des roches. Donc, on crée un amas autogravitant de poussières. À ce moment-là, les poussières ne peuvent plus s'éparpiller. Elles peuvent juste continuer à se contracter, tomber les unes sur les autres, et on forme ainsi un pédicore. Pédicore, typiquement, la taille de 100 km. Parce qu'il faut avoir pas mal de masse pour ne pas être déchiré par les turbulences du disque. Et effectivement, c'est ce qu'on voit dans les météorites, parce que les météorites, c'est des morceaux d'astéroïdes, des morceaux de planétésimaux. Et quand on regarde de quoi elles sont faites des petites billes de taille d'environ demi-millimètre, qu'on appelle les chondres, les inclusions réfractaires. C'est rare de trouver des choses plus grandes qu'un millimètre. Donc, effectivement, c'est des tas de graviers qui reposent les uns sur les autres, et ces graviers de base, c'est des objets sous-millimètres. Donc là, bon, c'est une étape qu'on a compris récemment, là aussi, à partir de le premier article sur ce qu'on appelle la streaming instability, qui en français on peut traduire instabilité courante, donc c'est les mouvements relatifs des poussières par rapport au gaz. C'est aussi 2005, Yudin et Goodman, donc c'était une grande année 2005. Les astres devaient être bien alignés. Et voilà, donc ça c'est l'étape formation des planétésimaux. Après, il faut former les planètes. Alors, former les planètes telluriques est relativement facile. Les petits corps collisionnent entre eux, ils commencent à avoir une certaine gravité, et quand ils collisionnent à faible vitesse, leur gravité les réunit, et donc on forme des objets plus grands, d'abord des protoplanètes de la masse de Mars, Mercure, et après ces protoplanètes peuvent aussi fusionner par des impacts géants pour former des planètes majeures, comme la Terre, Vénus. On sait que la Terre a eu au moins un impact géant, celui qui a donné origine à la Lune, donc tout colle à peu près dans ce scénario qui en fait est assez ancien. Safronov, un savant russe, déjà dans les années 60, 1960, avait déligné ces scénarios. Après, dans les simulations, ont été reproduits avec des simulations de plus en plus sophistiquées. Pour les planètes géantes, à nouveau crise, parce que pour faire une planète géante, il faut faire un noyau d'abord, qui soit au moins une dizaine de masses terrestres, et très vite, parce que les gaz ont tendance à disparaître très vite, quelques millions d'années seulement. Donc il faut faire, alors que dans les systèmes internes, on fait, en quelques millions d'années, on fait Mars, la Terre a mis plusieurs dizaines de millions d'années pour se compléter, la formation lunaire environ 100 millions d'années plus tard. 5 fois plus loin, ou tout est plus lent, parce que les périodes orbitales, la période orbitale de Jupiter est 12 ans au lieu d'un an, donc tout est 12 fois plus lent. Il faut faire un objet de 10 masses terrestres en 3 millions d'années. Donc là, voilà, crise. Et la crise a perduré très longtemps, jusqu'à les années 2010, 2012, quand un nouveau processus a été mis en exergue par des collègues en Allemagne d'abord, puis en Suède, et qui est la pebble accretion, ça s'appelle en anglais. Donc c'est l'accrétion de poussière individuellement. Donc quand un objet commence à être suffisamment grand, disons la masse de la Lune, il commence, dans les systèmes solaires externes, il commence à capturer les poussières une par une. Et donc il grandit non pas par une série d'impacts ou de grands impacts géants, mais plutôt par une accrétion très gentille d'une poussière après l'autre en très grande quantité. Effectivement, ça peut former des planètes d'une dizaine de masses terrestres dans quelques millions d'années, grâce au fait que les poussières dans les disques externes, vu que le disque est froid, sont composées essentiellement de glace, et donc sont des poussières relativement grandes. La taille des poussières compte dans ce processus. Et donc aujourd'hui, on pense que les planètes telluriques et les planètes géantes se forment par deux processus différents, et d'où leur grande différence en nature, donc en termes de masse, en termes de rapidité de formation, et donc la possibilité d'accréter du gaz avant que les gaz disparaissent, ce qui fait à la fin les planètes géantes. Sauf qu'à un moment donné,
tout ça s'est mis à bouger. Oui, alors justement, la découverte de 51 PEG, donc un Jupiter qui est sur une période de 3 jours, donc vraiment à côté de l'étoile, 1/10 la distance Mercure-Soleil par rapport à son étoile, montre que les planètes peuvent ne pas rester sur place. Et la raison est que dès qu'une planète grandit dans les disques, elle interagit gravitationnellement, par force de gravité, ce n'est pas des frottements, avec les disques de gaz, et ça crée donc des forces, des actions, des réactions, et ces forces typiquement tendent à réduire la taille de l'orbite. Donc il y a ce qu'on appelle la migration planétaire, ça dure autant que les disques de gaz, donc quelques millions d'années, et les planètes ont plutôt tendance à s'approcher de l'étoile. Les petites planètes, la vitesse de migration est très petite, mais dès que les planètes grandissent et sont de masse terrestre ou masse d'une super-Terre, ça bouge très vite. Et d'où cette tendance à trouver des planètes très près de l'étoile, qu'on observe autour de la moitié des étoiles. Mais notre système solaire n'est pas ça. Notre système solaire n'a rien à l'intérieur de Mercure. Selon les études, il faut observer, il faut aussi débiaiser les observations, parce que parfois on voit pas, parce qu'on ne peut pas voir. Voilà. On estime que 9 étoiles sur 10 devraient avoir quelque sorte de planète plus près que Mercure du Soleil. Mais... Donc notre système solaire est vraiment atypique dans ce point de vue. Et qu'est-ce qui s'est passé donc, dans notre système solaire? Qu'est-ce qui a bougé? C'est Jupiter? Ce sont toutes les géantes? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, nous pensons que la clé de notre système solaire est dans les couples Jupiter-Saturne. Donc, si Jupiter avait été seul, il aurait migré. La planète Jupiter. Jupiter du féminin, c'est difficile. Voilà. En état de forme, il est capable. Voilà. Et donc, il aurait migré et serait venu à la place dans la région des planètes telluriques, voire peut-être continuer sa course pour devenir un Jupiter chaud. Mais il y a eu la formation de Saturne. Et Saturne tend à migrer plus vite que Jupiter parce qu'un peu plus léger, donc plus mobile. Donc il s'approche de Jupiter et il se cale en résonance avec Jupiter. Donc, ça veut dire que la période de Jupiter, la période de Saturne est 2 fois ou 1 fois et demie la période de Jupiter. Voilà. Et donc, du coup, leur distance relative ne peut plus bouger. Et les 2 planètes de concert modifient la structure du disque d'une manière qui bloque leur migration, voire l'inverse. Il est même possible, si les disques protosolaires étaient suffisamment froids, qu'une fois que Saturne a attrapé Jupiter, Jupiter et Saturne soient répartis vers l'extérieur. Et donc, soient répartis vers des grandes distances. Et donc, Saturne a au moins retenu Jupiter, ramené en arrière. Et c'était notre chance, parce que du coup, la région des planètes telluriques est restée imperturbée, est restée intouchée. Donc nous, la Terre serait née là où elle est aujourd'hui. Oui, la Terre est née là où elle est aujourd'hui, parce que la Terre, déjà, a mis beaucoup de temps pour se former, donc a complété sa formation quand il n'y avait plus de gaz. Donc s'il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de migration. À l'époque du gaz, probablement, les planètes telluriques, il y en avait plusieurs, mais elles avaient toute la masse de Mars, quelquefois la masse de Mars, donc pas beaucoup de migration à cette taille-là. Donc la Terre fait grosso modo former là où elle est. Mais si Jupiter avait été libre de migrer, il aurait traversé la région des planètes telluriques. Donc évidemment, on ne serait pas là parce que Jupiter est le plus fort. Et bon, c'est la loi du plus fort dans l'espace. Et il y avait 4 planètes géantes. Est-ce qu'il y a d'autres planètes? Le fait, dès que Jupiter et Saturne bloquent leur migration, derrière eux, plus loin, il peut y avoir d'autres planètes de taille typique de super-Terre, quelques masses terrestres. Ces planètes veulent migrer aussi vers le Soleil, mais leur route est barrée par la présence de Jupiter et Saturne. Donc, ce qu'elles font, elles se calent en résonance avec ces planètes. Et vu qu'il n'y a pas assez d'espace pour tout le monde, elles fusionnent entre elles pour former Uranus et Neptune, voire même 3 planètes comme Uranus et Neptune. Donc, on ne sait pas combien de planètes il y avait à l'origine, mais dès qu'on bloque la migration, les planètes ont tendance à collisionner entre elles pour former des... Et d'ailleurs, on sait que Uranus et Neptune, vu qu'ils ont un axe de rotation qui est très incliné par rapport à l'orbite, Uranus est même rétrograde, 98 degrés d'obliquité.
Donc, pour tourner et basculer l'axe de rotation d'une planète comme Uranus et Neptune, il faut des impacts géants. Donc, Uranus et Neptune ne se sont pas formés uniquement par l'accrétion de poussière, sinon leur axe de rotation serait parfaitement vertical. Il doit y avoir eu une phase d'impact géante des protoplanètes de type super-Terre pour former Uranus et Neptune, et c'est naturel. Dès que Jupiter et Saturne bloquent la migration, c'est ce qui se passe. Est-ce qu'il y aurait pu avoir une planète éjectée? Oui, il y en a sans doute eu, parce que, Sans doute. Oui, parce que dans ce processus de migration vers Jupiter et Saturne, rattrapage dans les résonances, collision mutuelle, etc., on peut avoir des objets qui sont expulsés. Alors, voir soit dans l'espace interstellaire, soit même pourrait rester, quelques objets pourraient rester dans les systèmes solaires distants. Et quand il y a des soupçons qu'il existe en effet une 9e planète d'une masse de 5 masses terrestres, à peu près 7 masses terrestres, sur une orbite de 500 à 1000 unités astronomiques, ces soupçons dérivent de certaines irrégularités dans la distribution des objets, justement, du disque dispersé qu'on évoquait au début. Mais bon, c'est pas certain, parce qu'on ne connaît pas beaucoup d'objets. Les biais observationnels pourraient jouer des tours, on n'est pas tout à fait certain. Ouais. Mais cette planète pourrait être là, et si elle est là, voilà, c'est certainement une planète éjectée et parquée sur une orbite elliptique distante. Et bien froide. Et bien froide, c'est sûr. Parce que j'ai vu dans le modèle de Nice, il était un modèle contributif. C'est-à-dire que entre le moment où vous avez déclenché les premiers papiers pour parler de ces instabilités, tout le monde s'est bien contribué. Oui. Et tout le monde s'est mis à essayer d'améliorer le modèle. Et aujourd'hui encore, on essaie d'améliorer cette histoire pour la rendre encore plus solide. Oui, tout à fait. Disons, le modèle a été apprécié par la communauté. Donc, il y a eu plusieurs personnes qui ont décidé déjà de le reproduire. Hein. C'est l'étape première. Quand il y a quelqu'un qui propose un modèle, si le modèle a l'air prometteur, la première chose, de le reproduire. On ne s'est pas trompé. Donc, les gens ont commencé à le reproduire. Donc, OK, on n'avait pas triché. Et après, essayer de l'améliorer. Donc, par exemple, quelqu'un, Konstantin Batygin, qui à l'époque était étudiant encore en doctorat, il avait proposé que, si on faisait une instabilité, non pas avec 4 planètes, mais avec 5, donc Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et une autre planète analogue, les taux de succès augmentaient, par exemple. Et on perdait une planète, donc on restait avec 4 à la fin. Mais c'était plus probable de perdre une planète et placer les autres 4 là où elles sont les planètes aujourd'hui, que partir avec 4 planètes, de placer là où elles sont aujourd'hui sans perdre aucune. Voilà. Donc ça, c'était sa grande contribution, par exemple. Puis nous-mêmes, nous avons travaillé pour améliorer le modèle, parce que les premières versions du modèle de Nice, les conditions initiales des planètes étaient arbitraires, donc un peu ad hoc pour que ça marche. Mais on a vite compris que les planètes migrent dans les disques de gaz, elles se calent en résonance, et donc on a dit, nos conditions initiales ne ressemblent à rien. Et donc en 2007, on a tout refait. En partant des conditions initiales qui venaient des simulations hydrodynamiques de migration qui donnaient les planètes, qui calaient les planètes en résonance. Du coup, on n'avait plus aucune liberté sur les conditions initiales des planètes. Et les seuls degrés de liberté restants dans les modèles étaient la masse initiale de la ceinture de Kuiper. Et donc, il a fallu tout refaire, toutes les simulations, montrer que ça marchait, etc. Donc, de 2007-2009, on a fait que ça. Est-ce que vous arrivez à dater les événements? Parce que vous dites 10 millions d'années, 50 millions d'années. Est-ce que vous avez une capacité à raconter une histoire avec justement la dimension temporelle? Ça dépend, c'est difficile. Donc, il faut... Donc, par exemple, tout à l'heure, j'ai dit les planètes telluriques, la Terre se forme en plusieurs dizaines de millions d'années. Ça, c'est des données. Donc, à partir des roches de la Terre ou des roches lunaires et en utilisant ce qu'on appelle des chronomètres radioactifs, donc des systèmes d'éléments radioactifs qui décroît dans élément père et élément fils, on arrive à dater certains événements. On arrive à dater quand est-ce que la Terre, par exemple, a formé son noyau, quand est-ce que le noyau a fini de se former, plutôt. Quand est-ce que la Terre, depuis quand la Terre préserve son atmosphère, etc. Et cet âge de 100 millions d'années revient sans cesse. Donc la Terre a mis sans doute 100 millions d'années pour se former Mars.
a complété sa formation en 5 millions d'années. Et là aussi, c'est les météorites martiennes qui viennent de Mars. Et on sait qu'ils viennent de Mars parce qu'ils ont les mêmes rapports isotopiques de l'oxygène que ceux mesurés par les sondes Viking qui sont arrivés sur Mars. Donc on sait que ces roches viennent de Mars. Et là encore, les chronomètres radioactifs nous disent les noyaux de Mars a fini de percoler, de se former en 5 millions d'années. Donc beaucoup plus vite que la Terre, 100 millions d'années, la Terre, 5 millions d'années, Mars. Et la Lune? La Lune se forme quand à la fin, quand donc les derniers épisodes de formation du noyau terrestre a lieu quand il y a eu la collision lunaire. Donc voilà, c'est à peu près 100 millions d'années. Entre la Terre et une petite planète dans le système solaire près de interne. la taille de Mars. Ouais. Voilà. Donc là, c'est des données. Ce n'est pas seulement des modèles, c'est des données. Et en fait, les modèles doivent reproduire ces données. Pour les planètes géantes, le fait qu'elles aient du gaz, et vu que les gaz durent seulement quelques millions d'années statistiquement quand on regarde les autres étoiles, ben, ça veut dire que les planètes géantes se sont formées en quelques millions d'années. En fait, pour notre système solaire, on a même des données sur l'âge de vie du gaz par des mesures paléomagnétiques. Donc, il y a des météorites qui enregistrent des traces du champ magnétique qui était lié au disque. Et quand le disque disparaît, ce champ magnétique disparaît. Et donc, on voit que tous les minéraux qui ont cristallisé avant 5 millions d'années enregistrent un champ magnétique. Ceux qui ont cristallisé après, il n'y a plus de champ magnétique. Donc, notre disque, c'est 5 millions d'années. Et voilà. Après, l'instabilité, voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait mesurer pour savoir quand est-ce que l'instabilité a eu lieu? Alors, théoriquement, l'instabilité peut avoir lieu à peu près n'importe quand. Ça dépend, en fait, de la distance initiale entre Neptune et les bords internes de la ceinture de Kuiper. Évidemment, on ne les connaît pas. Donc, si cette distance est petite, l'instabilité a lieu tout de suite. Si la distance est grande, ça peut être des centaines de millions d'années plus tard. Donc, voilà, vu que théoriquement, on ne peut pas savoir, il faut, évidemment, c'est une instabilité, ça a bouleversé le système solaire, donc il faut chercher des choses dans les systèmes solaires qu'on peut dater et qui doivent correspondre à ces bouleversements. Il y en a? Alors, à l'époque, on pensait les cataclysmes lunaires. Que quand les astronautes ont été sur la Lune, ont ramené des échantillons lunaires. Ces échantillons lunaires ont été datés pour des chocs d'impact. Et au Caltech, à l'époque, et c'était tout le temps il y a 3,9 milliards d'années. Donc c'est 650 millions d'années après les débuts du système solaire. L'équivalent d'un bombardement intensif. Voilà. Et donc, ils avaient conclu, tout d'un coup, il y a eu... les bombardements s'est réveillé, le Lune a été bombardé de façon très intense, on l'appelait les cataclysmes terminal lunaires. Alors, évidemment, cataclysme terminal lunaire, ça veut dire que quelque part, il y a une population de petits corps qui est stable et tout d'un coup devient instable. Donc, la stabilité de planète géante est parfaite. Donc, on a dit, voilà, c'est clair, c'est 650 millions d'années, c'est la date. Mais, en attendant de nouvelles missions lunaires, les scientifiques, les cosmochimistes ont réanalysé les roches lunaires. Et cette fois avec des techniques modernes, pas les techniques des années 1970. Et ils ont regardé, si on regarde l'âge de choc des roches lunaires, c'est toujours la même. Mais si on regarde l'âge de choc des minéraux individuels, on découvre qu'en fait, il y a tous les âges possibles. Ça ne tient pas. Voilà, ça ne tient pas. En fait, il n'y a pas eu un cataclysme lunaire. Les bombardements lunaires étaient très intenses au début, a évolué en déclinant. À 3,9 milliards d'années, disons, c'est la fin de ces grands bombardements. Donc, toute roche a été bombardée jusqu'à 3,9 milliards d'années. Et après 3,9 milliards d'années, elle a une chance de survivre jusqu'à nos jours intouchée. Et qu'est-ce qu'on mesure? La dernière collision. Donc, c'est un peu l'horizon des événements, un peu comme les fameux 3 minutes dans 3000 ans de l'univers, quand la radiation commence à circuler et on mesure aujourd'hui à 3K1. Donc, c'est à peu près ça. Donc, il n'y a plus aucune raison de penser que l'instabilité soit si tardive, il faut trouver d'autres indices. Et ces indices sont difficiles à trouver. Donc, il y a beaucoup de débats dans la communauté. Si je vous disais une date, ça serait mon opinion, pas l'opinion générale, parce qu'il n'y a pas de consensus général. Et quelle est votre opinion? Maintenant, mon opinion est plutôt une instabilité vers 50-60 millions d'années. Très tôt. Plutôt tôt. Probablement lié à déclenche la collision qui génère la Lune. Mais c'est mon opinion. Il n'y a pas vraiment de consensus parce qu'il n'y a pas vraiment de... Voilà. Donc si je vous entends bien aussi, ça veut dire que sans
cette instabilité, la Lune n'existerait pas. On aurait pu avoir un système de 5 planètes telluriques, donc sans collision géante finale qui a réduit de 5 à 4. Et sans Lune. Et sans Lune. Ce serait bien dommage. C'est stable aujourd'hui? Alors, encore une fois, le système solaire a ces deux populations, planètes terrestres et planètes géantes. Les planètes géantes sont parfaitement stables. Les planètes terrestres, non. Donc, les travaux de Jacques Lascar, historiques, déjà dans les années 90, ont montré que les planètes telluriques ont un mouvement chaotique parce qu'elles sont perturbées entre elles, elles sont perturbées par les planètes géantes. Et en 2008, si ma mémoire ne me trompe pas, Jacques Lascar et ses collaborateurs ont montré que ce chaos n'est pas confiné et qu'il y a une possibilité petite, mais non nulle, 2%, que les planètes telluriques commencent à croiser leurs orbites d'ici 4 milliards d'années. Donc 4 milliards d'années est l'espérance de vie du Soleil. Donc au-delà de 4 milliards d'années, ça n'a pas de sens, il n'y aura plus de Soleil. Mais d'ici 4 milliards d'années, il y a 2% de probabilité ou 1% de probabilité que l'orbite des planètes telluriques se croisent, et donc de collision essentiellement de Mercure avec Vénus. Donc on pourrait passer des 4 à 3. Mais les grosses sont stables. Vous connaissez peut-être cette formule d'un ancien Premier ministre du Québec qui s'appelait Daniel Johnson. Il disait « Quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console ». Donc on a de quoi se comparer aujourd'hui. On a de quoi se comparer grâce à la découverte de nombreuses exoplanètes. On en est à plus de 5000 observées directement ou indirectement, mais surtout de disques protoplanétaires et en particulier, alors on le voit, c'est presque au quotidien les informations. Il y a quelques jours, c'est des astronomes qui révèlent, c'est des Européens d'ailleurs et des Italiens d'ailleurs, qui révèlent un nouveau lien entre l'eau et la formation des planètes. Aujourd'hui ou hier, c'était une étude qui montre la naissance de planètes autour de dizaines d'étoiles et qui montre que justement c'est extrêmement varié puisque les disques prennent des tas de formes en spirale, en anneaux, avec des cavités qui sont creusées par des planètes en formation. Certains semblent actifs, lisses, d'autres endormis. En fait, on a une mobilisation des outils d'observation, particulièrement en Europe, pour essayer, je dirais, de regarder dans le détail avec une finesse extrême comment dans les disques protoplanétaires se forment les planètes et on observe surtout une extrême grande diversité. Oui. Qu'est-ce que ça vous suggère ? Oui, effectivement, donc on observe les planètes extrasolaires, donc sont des planètes finies autour d'étoiles de la séquence principale, donc c'est des systèmes planétaires aboutis, mais on veut essayer de voir des systèmes planétaires en formation. Donc il y a beaucoup de recherches pour ces disques protoplanétaires qui sont autour de toutes les étoiles jeunes, qu'on observe soit en lumière diffusée, donc là on voit la distribution des petites poussières micrométriques qui diffusent la lumière de l'étoile, soit avec des radiotélescopes comme ALMA au Chili, on voit la radiation émise par des poussières millimétriques donc qui rayonnent dû à leur température. Donc ça donne des informations différentes. Les petites poussières tracent plutôt la surface des disques, les poussières millimétriques tracent plutôt la distribution de la matière sur les plans médians où les planètes sont en train de se former. Et on voit, alors, dans un cas, on voit 2 planètes dans un disque, c'est le système PDS 70. Pour le moment, c'est les seuls que vraiment on connaît, où on voit les planètes par imagerie, et on voit les disques, et on voit l'effet que les planètes font sur les disques. Après, on voit des disques qui ont des irrégularités, des anneaux, des spirales, etc. Et à partir de ça, on déduit qu'il pourrait y avoir ou devrait y avoir des planètes en formation, mais on ne voit pas la planète. Donc certains cas sont plus solides que d'autres, convaincants que d'autres, voilà, parce qu'il y a d'autres processus aussi qui peuvent former des anneaux, par exemple. Donc c'est facile de dire, il y a un anneau avec un sillon, donc il y a une planète, mais il y a d'autres processus pour faire des anneaux et des sillons. Donc moi, je ne crois pas. Mais parfois, on voit des perturbations dans la vitesse du gaz localisée. Donc là, sans doute, c'est vraiment une planète. Mais bon, on ne la voit pas, sauf dans ce cas de PDS 70. Et il y a déjà, donc on voit une grande diversité dans les systèmes planétaires finaux. Et on voit une certaine diversité dans les disques aussi. Surtout selon que l'étoile soit seule ou par membre d'une binaire.
Quoi. Est-ce qu'on voit des systèmes solaires en formation? L'équivalent du système solaire. Est-ce que quelque part, alors presque la question à l'inverse, c'est-à-dire est-ce que notre système solaire est original? Alors donc, il y a deux questions là. Donc, est-ce qu'on va décider? Alors, d'abord, je prends la dernière. Est-ce que notre système solaire est original? Alors, là, il faut comparer le comparable. Parce que on n'est pas capable de trouver, avec la technologie actuelle, des exoplanètes, par exemple comme la Terre, ou comme Saturne, ou comme Uranus et Neptune. Parce que ce sont des planètes trop petites et à la fois trop distantes à l'étoile centrale. Mais on peut voir Jupiter. Donc, Jupiter, on peut le voir autour des autres étoiles. Et là, donc, on peut faire des statistiques. Donc, si on veut, du point de vue observationnel, dire quelle est la fréquence statistique de notre système solaire, la seule question qu'on peut poser à l'heure d'aujourd'hui est quelle est la fréquence statistique des couples Soleil-Jupiter. Et les résultats sont déjà surprenants, parce que bon, seulement 10% des étoiles sont comme le Soleil, la plupart des étoiles sont des naines, seulement 10% des étoiles ont des planètes géantes, comme Jupiter, mais seulement 10% de ces planètes géantes ont une orbite semblable à Jupiter, donc c'est-à-dire distante et circulaire. Donc ça fait 10%, fois 10%, fois 10%, c'est 1 sur 1000. 1 sur 1000, c'est pas beaucoup. Et 1 sur 1000, c'est pas beaucoup, et déjà, c'est que les couples Soleil-Jupiter. Donc le système solaire est évidemment beaucoup plus compliqué. On a dit, par exemple, 9 étoiles sur 10 sont des planètes à l'intérieur de l'orbite de Mercure. Nous ne les avons pas, donc c'est encore une division par 10, 1 sur 10 000. Allez, donc, on est vraiment rare. Après, bon, ça ne veut pas dire que la Terre soit si rare, parce que peut-être on peut faire une Terre sans faire Jupiter. On peut faire des terres partout. On peut faire, oui, peut-être. Donc, voilà. Mais l'architecture générale, donc, elle démarre avec un Jupiter distant et circulaire, mais elle se trouve autour d'une étoile sur 8. Alors, est-ce qu'on peut voir des systèmes solaires naissants? Non, parce que les systèmes solaires, donc, ce qu'on voit là, les disques, les images que vous avez, sont des disques très gros. Parce que quand les disques sont petits, on n'arrive pas à le résoudre. Donc, on voit des disques typiquement autour des étoiles massives et des disques très étendus, plusieurs centaines d'unités astronomiques. Et quand on voit des disques plus comparables au système solaire, une cinquantaine d'unités astronomiques, des tailles, on n'est pas capable, on les voit. Mais ils sont la plupart, en fait, sont les disques typiques, mais on ne voit pas de structure. Et donc, on ne voit pas de structure, c'est une tâche. Et donc, on ne peut pas avoir des systèmes solaires naissants. Mais ce système PDS 70 a toutes les caractéristiques du système Jupiter et Saturne à l'échelle. Donc, les planètes sont à peu près 3 fois la masse de Jupiter et 1 fois la masse de Jupiter. Donc, là, pour le système solaire, Jupiter a une masse de Jupiter et Saturne est un tiers de la masse de Jupiter. Donc, c'est à peu près le même rapport de masse. Sont en résonance, comme Saturne a rattrapé Jupiter, l'empêché de migrer. Sont plus loin, c'est sûr, sont plus loin d'un facteur 4 de leurs étoiles. Et ils creusent les disques exactement de la façon dont on s'attend, selon les simulations hydrodynamiques que Jupiter et Saturne l'ont fait. Et justement, l'article des Italiens montre que ces deux planètes bloquent les flux de poussière des disques externes vers les disques internes, et notamment les flux de poussière des glaces. Et donc, du coup, il y a très peu d'eau dans les systèmes internes. Et on pense que c'est exactement ce qui s'est passé ici. Et la raison pour laquelle la Terre a si peu d'eau, parce que la quantité d'eau sur Terre, bon, regardez la mer et les océans, ça semble beaucoup, mais c'est 0,05% de la masse de la Terre. Rien du tout. Si les poussières des glaces avaient pu descendre dans les systèmes solaires internes, les disques protosolaires deviennent assez froids pour pouvoir conserver ces poussières en unité astronomique au bout de millions d'années. La Terre aurait, je sais pas, 30% de sa masse en glace, en eau. Donc, au lieu de 0,05%. Donc, les déficits d'eau sur Terre s'expliquent par les barrages que Jupiter et Saturne font des poussières. Et ce qu'on voit dans PDS 70, c'est ces barrages à l'œuf. Donc, pour nous, c'est les meilleurs analogues à l'échelle. Planète plus grande, plus distante, d'ailleurs l'étoile est plus massive. Mais c'est la même dynamique. Et donc, en gros, PDS 70 est en train de confirmer beaucoup d'aspects de nos modèles. Bon, il n'y a pas si longtemps que ça, donc on se croyait, en tout cas, universel. Et aujourd'hui, le centre de notre intérêt, c'est évidemment quand on a découvert des planètes partout, puisque c'est un processus, je dirais, tous parents, tous différents, on aurait dit André Langanet pour l'homme, mais ce qu'on voit dans le ciel, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un processus naturel que de voir des planètes se former autour d'étoiles, et c'est peut-être un processus naturel
émerge de la vie. Encore faut-il répondre à la question, est-ce que ça s'est passé ailleurs que sur la Terre? Donc, c'est le projet suprême auquel sont attachés tous les scientifiques aujourd'hui. Vous êtes co-coordinateur d'un programme extrêmement important qui s'appelle le PEPR, c'est-à-dire le programme et équipement prioritaire de recherche origine, alors qui fait travailler beaucoup de monde parce que c'est des astronomes, c'est des biologistes. C'est une fédération nationale. C'est une fédération nationale dotée de moyens importants parce que il faut faire sauter en fait des verrous et scientifiques et technologiques. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer? Finalement, la science reste une science expérimentale et observationnelle. Les théoriciens peuvent faire leur modèle, mais à un moment donné, il faudra les confirmer pour les guider. Donc, à la fin, c'est les observations, les expériences des laboratoires. Et donc, on peut faire seulement ce qu'on peut faire avec les moyens du bord. Donc, si on veut faire des choses qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, il faut des instruments d'une nouvelle génération. Donc, dans notre PEPR, on cherche à développer une série d'instruments, 17 d'ici 2030, qui pourront permettre de faire un pas en avant, par exemple, sur l'imagerie directe des planètes extrasolaires. Parce que si on veut caractériser des planètes comme la Terre, ce n'est pas les méthodes actuelles de transit qui marcheront, parce qu'il faut attendre une année à chaque transit, etc. Voilà. Donc, il faudra vraiment imager ces planètes directement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, et là, il y a beaucoup de verrous techniques à faire sauter, parce qu'évidemment, imager une planète à une unité astronomique de son étoile, étant donné les contrastes de luminosité, n'est pas aisé. On veut améliorer notre capacité de mesurer les météorites et les échantillons des astéroïdes de Mars qui reviendront un jour pour mieux déchiffrer les passés du système solaire. Comme je disais, déjà la chronologie et beaucoup d'autres informations viennent de l'analyse des échantillons. Pourquoi est-ce que vous voulez mettre plein de sismographes au fond des mers? Pour mieux comprendre la dynamique interne de la Terre. Parce que la Terre est une planète habitable, évidemment, parce qu'elle est habitée. Mais parce qu'elle est à la bonne distance de l'étoile, c'est sûr. Mais est-ce que ça suffit? Ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs la Terre a beaucoup de péculiarités, beaucoup de caractéristiques, enfin, je ne sais pas, si communes ou pas. Mais il y a toute une dynamique interne du manteau qui engendre la tectonique des plaques. La tectonique des plaques est un grand stabilisateur du climat par les cycles du carbone, un champ magnétique parce qu'on a un noyau convectif qui nous protège des radiations solaires et empêche que les radiations solaires, les vents solaires érodent notre atmosphère. Donc il y a beaucoup de spécificités et on veut comprendre lesquelles vraiment sont nécessaires et ou pas. Donc, parce que s'il faut beaucoup de facteurs concomitants en plus de la distance Terre-Soleil, évidemment, on va faire une planète habitable. Ce sera plus rare que simplement avoir une planète qui tombe par hasard à bonne distance. Voilà. C'est facile pour vous de discuter avec des biologistes? Ça dépend des biologistes. Non, mais j'ai l'impression que c'est un peu un autre monde parce que quand on discute avec des astronomes et des biologistes, on sent bien. Alors, je vais un peu caricaturer, mais en disant, voilà, on a franchi le pas, on sait qu'il y a des planètes absolument partout, donc ça veut dire qu'il y a plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable à la surface de la Terre, et en plus, il y a des planètes autour. Donc, on peut vraiment tout imaginer, de dunes à des planètes que vous les décriviez avec des couches d'eau incroyables. Donc, ça serait bien le diable si il n'existait pas de la vie ailleurs. Et la preuve, c'est que ça s'est passé ici. S'il y a un loto, c'est qu'il y a un gagnant du loto. Oui. Et puis, chez les biologistes, on va vous dire, mais monsieur, vous n'y pensez pas. La contingence est tellement extrêmement importante que il faudrait beaucoup d'accidents qui se reproduisent de telle façon. Vous avez décrit le couple Jupiter-Saturne. Il y a peu de chances que ça se passe ailleurs et partout. La contingence est devenue le fil conducteur. Donc déjà, on découvre qu'il y a beaucoup de contingence dans la fabrication d'un système planétaire. D'où cette grande diversité. Et sans doute, il y a beaucoup de contingence aussi dans la transition entre la chimie organique, qui est plutôt partout, et les vivants. Et de la preuve en direct, mais jamais on a été capable de générer la vie en laboratoire, même avec des expériences contrôlées. Donc, ça veut dire que ça ne doit pas être si facile que ça. Et donc, le faire par hasard, ça doit être encore plus compliqué.
Les biologistes nous disent aussi que nous sommes tous descendants d'un unique ancêtre commun, le fameux Lucas. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la vie sur Terre est apparue une seule fois. Ou au moins, il y a une seule apparition de la vie qui a survécu. Peut-être la vie est apparue plusieurs fois, mais il y a toutes des branches mortes. Il y a une seule fois où la vie a su émerger et perdurer. Donc, si c'est une seule fois, si c'était si facile que ça d'engendrer la vie, on pourrait avoir, comme on a des milliers d'espèces, on pourrait penser d'avoir une dizaine de formes vivantes qui descendent d'ancêtres distants. Et ce n'est pas le cas. Nous descendons tous du même ancêtre. Donc, la vie a apparu et a perduré une seule fois. La transition des prokaryotes aux eucaryotes a eu lieu une seule fois. Parce que tous les eucaryotes, encore une fois, ont les mêmes, adoptent les mêmes structures. Donc, s'il y avait eu plusieurs passages prokaryotes-eucaryotes, on aurait des eucaryotes qui ne sont pas parentés entre eux. En revanche, par exemple, les biologistes disent que le passage du monocellulaire au pluricellulaire a eu lieu plein de fois. Donc, ça doit être quelque chose d'assez facile. Parce que ça a eu lieu plein de fois. Il y a plusieurs êtres pluricellulaires qui ne sont pas parentés entre eux. Donc, ça a eu lieu plusieurs fois. Mais il y a eu donc au moins deux passages, l'émergence de la vie et les passages aux cellules au noyau, donc les eucaryotes, qui ont eu lieu une seule fois sur la vie de la Terre. Avec succès, disons, avec possibilité de perdurer, bien sûr. Donc, ça veut dire qu'il y a des goulots d'étranglement, des contingences rares. Mais bon, une contingence rare, ça veut dire simplement que la vie est rare. Ça ne veut pas dire que la vie n'existe nulle part ailleurs. Et c'est justement l'analogie du loto. Donc, gagner à la loterie est rare. Et quand vous jouez, achetez un billet, sans doute, on ne sait pas vraiment de gagner. Mais quand il y a un grand nombre de personnes qui jouent, il y a toujours un gagnant. Et cette rareté, ça se traduit en distance. Donc, si former une bonne planète habitable sur laquelle la vie a la chance de se développer, etc., est rare, statistiquement, cette planète sera loin de chez nous parce qu'il faudra explorer des millions d'étoiles, etc. C'est la probabilité sur 1 million, statistiquement, il faut visiter 1 million d'étoiles pour voir la prochaine. Si c'est sur 1 milliard, il faut voir 1 milliard d'étoiles, donc il faut aller loin, il faut être distant. Et là encore, l'analogie du loto est pertinente, parce que sans doute vous connaissez personne qui ait jamais gagné la loterie nationale, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que ce n'est pas un de vos proches. Voilà, donc, il faut être distant dans votre rayon de connaissances. Chacun de nous connaît une centaine de personnes, à peu près. Et pour, voilà, et la probabilité est plus faible que ça, donc vous connaissez personne qui a gagné. Et pour, voilà, la loterie de la vie, chaque étoile joue. La probabilité de gagner est sans doute faible. Il doit y avoir plusieurs gagnants dans l'univers. Probablement, ce ne sont pas nos proches. À quoi vous avez pensé la première fois où vous avez jeté un œil dans une lunette vous étiez plutôt jeune? Ah oui, disons, la première fois, j'ai découvert les ciels. J'étais vraiment enfant dans un petit village en montagne où à l'époque, il n'y avait pas de lumière. Et je me souviens, je suis sorti dans les jardins, ou plutôt les prés, c'était même pas un jardin. J'adaptais mes yeux comme défi de vaincre la peur du noir. Et donc, voilà, je sors, je résiste, il faut vaincre son défi, et en même temps, l'œil s'habitue à l'obscurité. Donc, après, je m'aperçois que l'obscurité n'existait pas, je commence à voir les arbres, je vois autour de moi, donc je me rassure, et puis je regarde en haut et je vois la Voie lactée. Et là, j'étais bluffé. Je n'avais jamais vu un tel truc. Moi, j'ai grandi en ville, donc c'est comme Paris, rien. Et là, bon, la découverte de la Voie lactée avait été extraordinaire. Donc, je suis rentré à la maison, j'appelais mon père, et j'ai dit, mais c'est quoi ça? Et donc, mon père, bon, il était chimiste, astronome, essayait de m'expliquer bien que mal ce que c'était. Et puis, donc, la curiosité a commencé de là. Je commence à lire des magazines comme les vôtres, en Italie, italien. Et après, fin du collège, j'ai acheté mon premier télescope, fameux 11 cm. Et bien des années plus tard, pardon, Alessandro, mais bien des années plus tard, quand vous regardez le ciel, sachant ce que vous savez, est-ce que vous vous dites, ça ne m'intéresse pas, ça me rappelle le bureau? Non, je blague. Je veux dire, est-ce que je veux dire cette révolution? Parce qu'à l'époque, vous l'avez regardé, il n'y avait pas d'exoplanète. Le ciel était, je ne vais pas dire, badant, parce que
le Big Bang était déjà passé par là, mais il était fondamentalement différent. Est-ce que vous vous dites, dans 50 ans, dans un siècle, qu'est-ce qu'on aura découvert, qu'est-ce qu'on aura trouvé? Est-ce qu'il faut que je laisse finalement beaucoup de place à, je dirais, à la surprise, à la créativité, à l'imaginaire? Ah, certainement, le développement de la discipline dans les derniers 20 ans, 30 ans, nous ont tellement surpris et les surprises ne vont pas se terminer. Et là, la discipline et la technologie évoluent très vite. Donc, c'est une époque géniale. C'est vraiment une époque pour la planétologie d'or parce qu'on est en train de vivre une révolution après l'autre et comprendre des phases qu'avant on ne comprenait pas. Et donc voilà, c'est le moment. Il y a des moments comme ça, selon les disciplines. Par exemple, la mécanique quantique s'est fait dans les années 30. Et c'était le moment où tout florissait, etc. Et on a compris les atomes tout d'un coup, quoi. Après, bon, les sciences stagnent à nouveau. Après, et là, en planétologie, on est dans cette phase, clairement. Cette phase d'éclosion, de découverte, d'exploration, de nouveaux résultats. Et ça va certainement continuer plusieurs décennies. Et peut-être ça va un jour stagner parce qu'on va atteindre nos limites. Bon, on parlait d'origine, alors je vais conclure avec Marcel Proust, dans La recherche du temps perdu, qui écrit « La création du monde n'a pas eu lieu au début, elle a lieu tous les jours ». Merci Alessandro. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. À bientôt.